Vous écoutez Docteur Manhattan à l'occasion de ce nouvel entretien audio de Rage. Nous serons aujourd'hui en compagnie de Stéphane Gers. Né en 1962, notre invité est consultant informatique, spécialisé dans la cybersécurité pour les grandes entreprises. Il a édité les livres Libre 1 et 2, chacun écrit à 100 mains. Il a aussi traduit plusieurs ouvrages libertariens avec les éditions Résurgence, parmi lesquels certains ont d'ailleurs fait l'objet d'articles publiés sur rage-culture.com. Notre invité est libertarien, adepte des théories de l'école autrichienne de l'économie, et considère l'État comme l'ennemi de la civilisation. Son dernier ouvrage, Éclair de liberté, est un recueil d'articles et une cohérente synthèse de sa pensée, dans la droite lignée de la pensée libérale. Bonjour Stéphane, et merci de répondre de nouveau aux questions de Rage. Bonjour, Docteur Manhattan. C'est un plaisir. Je te propose pour commencer de compléter un peu l'introduction que j'ai faite de toi. Donc, quel a été ton cheminement intellectuel pour arriver à ces idées, je dirais, un peu atypiques? J'apprécie la présentation que vous faites, qui est assez précise. C'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à ce genre d'idées et de cheminement comme ça. C'était pas forcément quelque chose pour lequel j'étais initialement instruit, éduqué. C'est venu progressivement. C'est venu assez tard pour moi par rapport à d'autres libertariens ou générations. Moi, le cheminement s'est fait sur 2 étapes clés pour moi. Un séjour aux États-Unis en 2005 qui m'a montré, ce qui pouvait être pour beaucoup de ma génération le pays libéral par excellence et en fait quand on grattait un petit peu, on se révélait être pas du tout aussi libéral qu'il y paraissait. Ce qui m'a interpellé. J'ai cherché à comprendre un peu plus. Et ensuite, le fait de travailler dans un grand cabinet d'audit financier, n'étant pas moi-même de cette formation-là, j'ai cherché spontanément à m'instruire, à être un peu un autodidacte. J'ai découvert, vous l'avez évoqué, l'école autrichienne, presque fortuitement. Et à partir de là, j'ai une espèce de révélation, faut bien le dire, en tout cas intellectuelle, de compréhension de ce que ça pouvait vouloir dire. Et de proche en proche, dans une démarche de curiosité, d'intérêt, autodidacte, un certain appétit de chercher simplement à comprendre le monde autour de moi. J'en suis venu à effectivement adopter ces différentes positions et à choisir, à décider d'être je ne dirais pas un militant, mais certainement très actif pour essayer de les promouvoir auprès notamment des jeunes générations qui pour moi certainement le plus besoin. Ce que je pourrais dire et donc l'ouvrage que vous évoquez, Éclair de liberté, est effectivement un recueil choisi de ce que j'imagine être des articles auxquels j'ai essayé de donner une progression, une cohérence. J'en écris bien d'autres, mais ceux-là me paraissent plus spécialement pertinents et cohérents. Il me tarde d'avoir votre lecture. Tu peux nous parler un peu de cette démarche? C'est certes une compilation, mais comment t'es venue, l'idée du livre, en fait? Et comment est-ce que tu la mets en perspective par rapport à tout ton cheminement intellectuel, d'ailleurs? Le livre est venu, c'est quelque chose que j'ai écrit il y a à peu près un an, ça fait un an qu'il est sorti. Certains articles ont déjà plus de 10 ans, certains articles sont en 2011, d'autres sont beaucoup plus récents. L'idée du livre vient de plusieurs raisons combinées. La première, c'est d'avoir quelque chose pour certaines générations, certains événements, de quelque chose de concret d'utile comme un bouquin, tout simplement, donc qui concentre en un seul objet matériel, manipulable, lisible de manière classique, un ensemble, d'articles dont j'ai essayé de construire une histoire, une trame et une cohérence. Donc il y a le côté faire d'articles disséminés dans le temps et dans l'espace souvent un objet simple, traditionnel et unique qui facilitant l'accès à la lecture. Et aussi le côté justement sélectif. Quand j'ai fait ce livre il y a un an, je devais avoir quelque chose comme 400-450 articles écrits dans la nature. Il y en a beaucoup moins, il doit y avoir une cinquantaine dans le livre. C'est aussi une façon pour moi de dire à ceux qui le liront, voilà, je pense que vraisemblablement, si vous lisez ces articles-là, si vous lisez ce livre, comme tu l'as dit, vous devriez avoir une vision assez
clair, tant que j'ai pu l'exprimer, de ce qu'est la liberté, l'école autrichienne, un regard de la liberté sur le monde qui nous entoure et avec aussi peut-être un zoom que j'ai fait par un chapitre sur, la problématique, écologiste, climatique, et ces sujets-là qui sont un petit peu à la mode. Voilà la motivation, c'est à la fois, centrer la lecture, éviter la dispersion, la recherche, mais matérialiser également et puis rencontrer des gens, pouvoir donner le livre et faire une sélection. Mmh. Tu l'as pensé un peu comme un bouquin d'initiation, à la philosophie libérale, en fait? Absolument, c'est effectivement ça et si on regarde comment j'ai essayé de le construire, en tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, il y a une relative progressivité dans la façon dont je conçois ces lectures, hein. Le premier chapitre est un recueil de 4 articles qui se veulent raconter une histoire. C'est une mini nouvelle, si je puis dire, qui présente, la société actuelle et qui finit sur la société de demain quand elle sera libre, avec une présentation intermédiaire, théorique et donc c'est une espèce en un seul chapitre, quelques pages de mise en jambe un peu sur l'ensemble de l'ouvrage et puis il y a une partie qui est plus thématique avec carrément des fiches sur certains sujets, donc une autre partie qui est sur le côté écolo climatique et une certaine progressivité puisque je pars de ce premier chapitre, introductif, qui donne une première image, vers des choses qui sont de plus en plus théoriques et qui sont même de plus en plus politiques puisque l'ouvrage se termine sur des considérations de stratégie qu'on pourrait avoir en tant que libéral, libertarien, pour pousser nos idées, encore plus loin, auprès des gens. Bah, justement, dans la continuité un peu de cette idée d'initier les gens, à la philosophie libérale, je vais te poser une question, assez candide. Pourquoi les humains devraient-ils être libres? C'est une excellente question. On peut y répondre de nombreuses façons, à commencer par retourner la question, pourquoi pas? Je pense que probablement la première réponse qu'on puisse donner, c'est que tout simplement la question se pose pas au sens que on est naturellement libre et quand je dis «on est», c'est le verbe avoir et le verbe naître. C'est notre état de nature, hein. Je veux pas faire le Candide, hein, je veux pas faire, ni même Rousseau d'ailleurs, hein, certainement pas. Mais je pense que tu comprends ce que je veux dire par là. Historiquement, comme les animaux quelque part. Les animaux sont-ils libres? Bah oui, fondamentalement, oui, c'est peut-être la meilleure réponse. Les animaux entre eux, au moins au sein d'une même espèce, peuvent avoir bien évidemment des tensions, des différends, des disputes, des luttes, mais en général, rares sont les espèces, en tout cas les espèces un peu évoluées, où il y a des meurtres, où il y a de la tyrannie, où il y a de l'oppression. C'est pas un rêve non plus, hein, il y a des fortes tensions. Le monde animal est un monde difficile, mais il est surtout très difficile interespèces. C'est-à-dire qu'évidemment, le fameux renard et le poulailler, entre les espèces, il y a des compétitions très très dures. Mais au sein d'une même espèce, c'est beaucoup plus pacifique. Et ce n'est pas sans y mettre plus de roses et de caricatures que cela. C'est un fait relativement objectif. Il peut y avoir des tensions. L'espèce humaine, est peut-être la seule, paradoxalement, qui se dit et qui se veut et qui est factuellement bien plus civilisée, puisqu'elle a quand même réussi à passer les âges dans cet état de nature et en plus en progressant en termes de technologie, en termes d'organisation sociale, en termes de capitalisme, si on peut dire aujourd'hui. Donc on a effectivement, de facto, malgré tout, su évoluer et pour l'essentiel de cette période historique essentiellement avec un État qui est quand même plus proche souvent de la paix que les guerres que nous avons pu avoir au XXe siècle, qui sont le summum de la non-paix. Il me semble que cette caractéristique, malgré tout, est quand même dominante. Donc tout ça pour donc réponse, hein, mais pour dire, il me semble sincèrement que la liberté est l'état de nature et que c'est quand même l'état dominant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on arrive à une époque et spécialement depuis un siècle, peut-être 2 siècles. Donc c'est essentiellement à mon avis pour des raisons idéologiques, on a réussi à nous expliquer que la liberté pouvait ne pas aller de soi, d'où la question. Et puis il y a bien sûr une autre dimension qui est certainement, un sujet sur lequel on reviendra, c'est aussi que parce que la liberté permet à chacun de s'exprimer
aussi bien qu'il peut le faire en tant qu'individu et en tant qu'individu dans son rôle qu'il peut avoir ou qu'il peut décider de prendre au sein de la société, cette liberté-là fait qu'au bout du compte, on maximise l'utilité sociale, on maximise la positivité des interactions sociales, on se donne la possibilité maximale d'avoir de l'innovation, on se donne la possibilité maximale d'avoir de l'art, littérature, de la technologie, des idées, du changement, du progrès, pour employer un mot qui certainement reviendra aussi. Tous ces mots-là sont des mots qui sont liés à la liberté en tant que condition nécessaire, sinon suffisante. Et je pense que ce sont les deux grandes dimensions. La liberté, c'est un état naturel. La non-liberté serait être interpellée. Et la liberté est la condition nécessaire de tout aspect du progrès social, au sens non gauchiste du terme, au sens strict du terme. Voilà, je pense, les conditions fondamentales. Peut-être qu'il y a des facettes qui m'échappent, hein, qui me viennent pas instinctivement, mais ces 2-là me paraissent être les premières, très clairement. Ce que j'ai remarqué, par rapport au libéralisme et à sa conception dans l'imaginaire collectif, c'est qu'il a une faiblesse, en quelque sorte. Le libéralisme a une faiblesse dans le sens où, c'est une des seules doctrines politiques qui soit, strictement juridique en réalité et du coup qui ne raconte rien en soi, qui n'a pas de narratif. Est-ce que, par exemple, tu penses que pour promouvoir les idées relatives à la liberté, il ne faudrait pas insister, aussi et surtout sur sa compatibilité avec les idées, comme tu le disais, du progrès mais aussi et surtout du dépassement de l'homme, en fait. C'est une excellente question et c'est très vrai. C'est très vrai. Alors, dépassement de l'homme au sens nietzschéen ou ce genre de choses, c'est une des façons de faire, certainement. C'est vrai que le libéralisme pur, certainement le libéralisme libertarien, n'a effectivement pas de narratif, ou plutôt le narratif qu'il a, c'est de en fait être la condition nécessaire et suffisante, quelque part, de tous les autres narratifs, en fait. C'est un méta-narratif, le libéralisme, si je peux oser une telle expression. C'est qu'il n'y a pas de narratif, sauf des narratifs totalitaires qui ne supposent pas une liberté individuelle ou une liberté individuelle au sein d'un groupe ou d'une communauté. Donc c'est vrai que fondamentalement, le narratif, c'est écoutez, c'est soyez libre. Si vous acceptez d'être libre et de reconnaître les autres comme libres, alors vous pourrez faire ce que vous voulez. Et permets-moi, hein, je complète la réponse. Une des thématiques dont nous faisons la promotion, et je pense que tu le sais, c'est l'image des 1000 Liechtenstein. Les 1000 Liechtenstein, c'est l'image d'une société de demain libre qui serait faite d'une mosaïque, d'une foultitude de petits territoires, tous avec une autonomie, se respectant les uns les autres au sens de relations pacifiques, commerciales, de paix. Et les caractéristiques d'une telle mosaïque, en tout cas c'est comme ça qu'on l'imagine, c'est justement qu'elle permet à chacune des pièces de ce gigantesque puzzle d'avoir chaque fois une conception d'un narratif, pour reprendre ce terme, différente. On pourrait imaginer un village qui accueille des amoureux de, je sais pas moi, de Tolkien, un autre côté qui accueillera des amoureux de Harry Potter, et d'autres encore qui accueillent des amoureux de Isaac Asimov. Chacun pourra se regrouper en fonction de son narratif. Donc, effectivement, le narratif du libéralisme, c'est vous pourrez faire votre narratif à vous. Alors, l'autre dimension qu'il n'a pas évoquée et qui va avec, c'est qu'on parle de narratifs ici qui sont des narratifs non totalitaires. C'est-à-dire que les histoires qu'on se raconte, ça va pas être des histoires à la Bonaparte, la grandeur de la France avant tout. Ça va pas être des histoires collectives, enfin a priori. On peut imaginer, mais c'est certainement pas des choses où, pour reprendre cette image-là, la France serait la France Uber alles, si je puis dire. C'est clairement pas l'idée. Mais non, est-ce que ça l'interdit? Pas forcément. Mais c'est plutôt des logiques de dire, lançons-nous sur un projet, lançons-nous sur une entreprise, lançons-nous sur un projet de communauté, lançons-nous sur un projet de vie en commun avec nos spécificités. Ce qui est un petit peu différent comme narratif que les narratifs, effectivement politiques qu'on entend depuis un siècle et qui sont beaucoup plus centrés sur, la grandeur de ceci, l'autorité de cela, les noirs d'un côté, les blancs de l'autre et les marrons ailleurs, ou ce genre de choses. Et maintenant, est-ce qu'effectivement ce manque de narratif est un déficit? C'est probable pour faire passer les idées de liberté auprès de certaines masses. C'est bien possible. Personnellement, je crois à une autre approche de ce narratif. Je reviens sur mon image des 1000 Liechtenstein. Je
crois plus à arriver à faire porter ses idées par des porteurs d'idées justement. C'est-à-dire par des gens qui seront porteurs, eux, du narratif qui leur convient. Et c'est facile à dire, c'est certainement pas facile à faire, mais c'est quelque chose auquel je crois beaucoup plus. Par exemple, il existe aujourd'hui un libertarien, Titus Gebel, dont l'industrie, si je puis dire, est de faire la promotion d'un projet qui s'appelle les Free Private Cities. L'idée, c'est d'avoir une espèce de structure entreprise déjà pour formater, qui récupérait un territoire alors de différentes façons, et ça peut être une concession venant d'un État existant. Là, et cette entreprise-là, en fait, met en place toutes les structures, infrastructures, bases juridiques et autres qui sont nécessaires et suffisantes à une ville, hein, d'une taille modeste, moyenne, mais une ville quand même, de fonctionner et de recevoir des habitants, moyennant finance, hein, c'est une relation business, et donc de permettre à des gens de vivre au sein d'un certain environnement dont cette entreprise-là assure l'intégralité du fonctionnement. Et par contre, évidemment, à l'intérieur, les gens sont des habitants, donc avec l'autonomie et la liberté qu'on peut imaginer, mais ils ont par contre pas besoin de gérer tout ce qui est juridico-infrastructure, si je puis dire. C'est juste un projet parmi d'autres, hein. Je donne cet exemple-là, mais il pourrait y en avoir tout un tas d'autres. C'est juste pour dire, Jules Gebel, qui est aujourd'hui porteur de ce projet-là, pourrait typiquement être un porteur d'un tel projet, et on pourrait en imaginer d'autres. Il y a, par exemple, il y a la Savoie qui a des velléités d'indépendance. On pourrait imaginer un narratif associé à l'autonomie de la Grande Savoie et d'une Savoie libre demain, etc., qui pourrait être typiquement une motivation pour ces gens-là à prendre un projet libertarien et à créer une communauté selon un régime libertarien. Donc, pour moi, la réponse c'est oui, c'est vrai, mais le libéralisme est en fait un porteur d'un méta-narratif qui est plus spécialement, je pense, adapté ou entendable par des entrepreneurs au sens très large du terme, ou par des communautés d'entrepreneurs qui se fédéreront sur une même idée. Est-ce que c'est une façon de faire la promotion? C'est une idée intéressante. Aujourd'hui, je ne te cache pas que je me concentre plus déjà sur faire comprendre en tant que tel, mais c'est vrai qu'il est intéressant d'en faire un axe de promotion plus spécifique. Moi, ce que j'ai en tête, par exemple, c'est, les nouvelles avancées. Bah, par exemple, celle qui a été démontrée l'année dernière, par, la remise du prix Nobel de chimie, à Emmanuel Charpentier, qui a, mis au point ce qu'on appelle, un ciseau moléculaire, CRISPR-Cas9, et ce peut être une avancée qui permettra, par exemple, plus facilement de modifier l'ADN, y compris de l'ADN, qu'on pourra trouver dans les gamètes. Et donc en fait, non seulement on ne parle plus ici d'être libre de prendre en main son destin, disons matériel, mais, le destin de sa descendance, en fait. Absolument, mais tu vois que la façon dont tu le prends toi-même correspond bien à une logique de je chercherai un cadre juridique ou un cadre social, hein, pour employer des mots simples, qui pourrait permettre à un projet social, parce que c'est ce que tu m'évoques là, c'est un individu ou une collectivité ou des gens qui auraient les moyens ou qui choisiraient de faire une telle évolution de leur patrimoine génétique, ou quelle que soit la motivation d'ailleurs, de manière justement à permettre de poser les bases d'un tel projet au point de vue juridique et social. Mais on est bien dans la logique d'avoir une espèce de méta-narratif ou de savoir s'adapter ou répondre à certains types de narratifs. La structure sociale libertarienne n'est pas un narratif en soi, si ce n'est celui-là. Pour revenir justement sur cet aspect juridique, dans ton livre, tu reprends, évidemment des thèses de Rothbard qui, lui, et toi aussi j'imagine, dissocient, la morale du droit. Est-ce que tu peux revenir sur cette, différence entre la morale et l'éthique qui est peut-être pas forcément évidente a priori, quoi? Je considère, et c'est honnêtement quand je l'ai découvert et que je l'ai, je crois, compris, je pense le trait de génie de la façon dont Rothbard a su articuler ce point-là. Jusque-là et traditionnellement, il y avait énormément eu de mal dans les discussions philosophiques et justement à faire le tri entre les deux. Ça renvoie bien évidemment à la question très classique du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est que le bien, qu'est-ce que c'est que le mal? Ou des questions plus utilitaristes de qu'est-ce que c'est que nuire à l'autre, au sens de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui sont parmi les points classiques justement de la liberté. Là, Rothbard, il dit, mais ces sujets-là sont dans l'absolu insolubles, et c'est bien pour ça que jusqu'alors, on n'a jamais vraiment de manière universelle su ou pu les dissocier. Lui, il dit, je ne vais pas me mêler de morale. Au bout du compte, c'est une chose qui est très individuelle, et la liberté, justement, c'est de permettre à l'individu d'être en responsabilité du point de vue moral par rapport aux autres. Je pèse mes mots quand je dis ça. Bon, déjà, on fait un premier calage, un premier shift, un premier
glissement sur, je répète, le point fondamental, c'est de dire qu'on ne cherche pas à juger de la morale, mais à mettre l'individu en responsabilité morale vis-à-vis des autres, c'est déjà légèrement différent. Et dès qu'on est rentré là-dedans, en fait, se pose la question de, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire responsabilité? C'est très lié à la liberté, la responsabilité. Et lui, il dit, mais en fait, on est responsable à hauteur de sa propre propriété privée. Propriété privée étant bien sûr ce que on possède et ce qui est légitime qu'on possède au regard des autres. Donc lui, il fait le lien justement avec le droit en disant tant que je traite, je manipule, j'agis sur ma propriété, ce que socialement il m'est accordé d'être à moi, ce sur quoi j'ai socialement le droit d'agir, eh bien, dans ce cadre-là, tout ce que je fais est bien puisque moi je le considère comme tel, ça n'affecte et ça n'impacte que sur moi-même et ma propriété. C'est un champ d'action que je revendique, voilà, où je suis libre, et si j'en suis libre, ben, ce que je vais décider de faire, je le juge moi comme bien, et personne d'autre ne peut venir me contester que c'est vrai, que c'est bien ou c'est pas bien. Par contre, là, si on touche au mal, le mal, c'est de toucher, d'affecter, d'agresser, c'est le terme technique des libertariens, d'agresser la propriété des autres. C'est-à-dire le bien, c'est chez moi, le mal, c'est chez les autres. Je schématise, hein. Et on transforme le jugement de valeur, c'est ça le trait de génie, par un jugement purement de droit, et qui est lié à la propriété, qui elle-même est une reconnaissance sociale, on pourra en parler. Il y a tout un tas de questions que ça ne règle pas, hein. Ça ne règle pas la moralité qu'on peut imaginer ou qu'on peut ressentir ensuite à certaines pratiques, etc. Mais ça amène à une autre dimension sur laquelle on va venir. Mais ça règle au moins la question du lien entre la morale et le droit. Tant que j'agis sur quelque chose que je possède, vous pouvez apprécier ou pas, vous pouvez considérer que c'est repoussant ou pas, avoir des choses à y redire peut-être, mais vous pouvez en tout cas pas venir me mettre en justice, c'est-à-dire quelque part m'imposer la force, m'imposer quoi que ce soit de compensatoire, pas avoir de représailles. Sur ce point-là, notez que j'ai dit plusieurs fois qu'il y avait des notions, bien sûr, de perception, etc. Ça nous ramène à ce qu'on disait un peu plus tôt sur les notions d'affinité. Il est évident que tout le monde ne peut concevoir ce que fait autrui, même s'il en est libre en ce sens-là, donc s'il en a le droit, pour autant n'est pas forcément quelque chose qui peut être apprécié, voilà, qui va nous amener à vouloir interagir avec cette personne. Et c'est là où on retombe encore une fois sur les notions de Mill-Lichtenstein, de communauté, de narratif, comme tu disais tout à l'heure. L'autre dimension, mais qui n'était pas prévue forcément par Rothbard, je pense que c'est venu plus tard, mais clairement, l'autre dimension, c'est bien celle-là, c'est-à-dire cette notion de séparation de morale et droit, de vue purement juridique, c'est un pas en avant, elle est claire, mais elle n'est pas forcément suffisante dans une société réaliste pour gérer les affinités. Et ce sont donc probablement ces petits territoires, ces communautés d'affinités, qui finiront, on suppose, par émerger. Ça va pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est le modèle cible où parce que les gens se retrouveront sur des territoires fonction justement d'affinité, eh bien ça réduira les différences de sensibilité, ça homogénéisera les gens d'un point de vue de la morale, terme qui reste volontairement vague, mais quelque part on peut imaginer un monde de demain qui sera une mosaïque de territoires, donc de droit, mais en fait aussi mosaïque de narratif et mosaïque de morale. Ça fait un peu écho, à cette, philosophie moraliste, initialement, voltairienne, puis bien plus tard, nietzschéenne. Mais justement, cet immoralisme, du coup, cette non-préoccupation des questions morales en tant que préoccupation purement politique, elle va aussi par, l'aveu de non-pertinence des concepts tels que le bien et le mal, justement. Dans ton discours, est-ce que toute cette notion de bien et de mal n'est pas, finalement superficielle ou alors vulgarisatrice? Non, elle n'est pas du tout superficielle, mais elle est remise à sa juste place. Elle est coupée en morceaux, ce que je viens d'essayer d'expliquer, mais surtout elle est remise à sa juste place. Le premier point, c'est, et ça peut choquer des chrétiens par exemple, ou d'autres, hein, le point fondamental est de dire, mais finalement, le bien et le mal, c'est une liberté. Alors, il y a un bien et un mal absolu, qui est clairement, lui, et ce bien et ce mal, c'est le respect de ce qu'on appelle le principe de non-agression et quelque part des commandements, hein, si je dois prendre ce mot-là, très fondamentaux qui sont tu ne voleras pas, tu ne tueras pas.
et tu n'agresseras pas. Donc ça veut dire, on ne saurait tuer autrui, c'est clairement une violation du droit, c'est clairement du domaine du mal. Tu ne saurais voler autrui, c'est également une agression de propriété, c'est ça le fondamental. Donc on est clairement dans le domaine du mal tel que je l'ai articulé tout à l'heure, mais bien sûr, on est dans des cas concrets et extrêmes. De manière générale, tu n'agresseras pas, c'est-à-dire fondamentalement, tu n'altéreras pas la propriété de l'autre. Tout ça, on est dans la catégorie du mal au sens rosebardien de tout à l'heure, mais là, je l'explicite beaucoup plus et on retombe sur des notions classiques de bien et mal, notamment le vol, le meurtre. Mais au-delà de cela, toutes les nuances beaucoup plus floues qu'il peut y avoir dans le bien et le mal, notamment dans le domaine de la morale, eh bien, l'idée de base consiste à dire le bien et le mal, en fait, l'expression du bien et du mal dans l'action au quotidien est une liberté. Fondamentalement, c'est une liberté. Et si on est capable de le couper en morceaux, en, je dirais, 3 niveaux, qui sont les fondamentaux du droit, qui sont la couche rosbardienne, le bien, le mal lié à la propriété et au principe de non-agression. La deuxième couche que j'ai évoquée, qui est celle des communautés, des affinités, des proximités, qui font qu'il y a une bonne partie de la couche de la morale, qui n'est certainement pas entièrement traitée, mais déjà beaucoup de choses qui choquent moins de l'un à l'autre et qui sont beaucoup plus acceptés de l'un à l'autre pour ces raisons-là. Tout le reste au-dessus, c'est l'expression de l'initiative, c'est l'expression de l'envie, c'est l'expression des plaisirs, c'est la couche de négociation, si je puis dire. C'est celle où les gens fonctionnent entre eux en se respectant dans leur domaine de droit et d'affinité, où ils vont négocier entre eux ce qui est bien et ce qui est mal, justement. Depuis le début de notre entretien, le spectre d'un concept rôde au-dessus de notre discussion, c'est celui de la sécession par le biais de la décentralisation que tu as mentionné. L'idée que se font beaucoup de la mise en place de l'institution, je dirais, des idées libérales, serait simplement par la persuasion des masses que tu as mentionné, et par conséquent de la transformation de l'ordre social par le changement de la constitution, par exemple. Aussi de nombreuses privatisations et on peut aussi penser à l'abolition de lois liberticides, par exemple. Mais toi, dans ton livre et quasiment dès le début, tu fais part du fait que tu ne crois pas à ce scénario. Pour toi, seulement la sécession peut nous emmener vers une société plus libérale, vers plus de libéralisme en général. En effet, ces 2 axes sur lesquels je vais revenir, sont des points de tension, si je puis dire, assez classiques chez les libéraux et même chez les libertariens. On retrouve 2 grandes mouvances, la plus grande en nombre et historique aussi, c'est celle qu'on appelle les minarchistes, qui sont souvent aussi des libéraux, qui sont aussi souvent des démocrates. Les minarchistes sont des gens qui sont ceux que tu évoques, qui pensent qu'on peut réformer l'État. Alors moi, je fais une différence en plus entre les minarchistes et les réformistes, je suis désolé, je vais expliquer. Les minarchistes sont ceux qui considèrent qu'il est possible, raisonnable et pragmatique d'imaginer que l'État tel qu'on le connaît, c'est-à-dire fondamentalement la démocratie avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire il y a un gouvernement minimal, il y a un pouvoir législatif, un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire, il y a quelques institutions autour de là, on vote, on a un gouvernement, et puis roule ma poule, c'est gentil, ça fonctionne, les gens sont gentils, ils s'aiment, ils respectent les lois et tout va bien. Et sur le papier, c'est un monde qui est incomparablement plus libre et plus souhaitable que celui que nous connaissons aujourd'hui. Il ne faut pas se tromper. Et si je pouvais bénéficier d'un monde aujourd'hui ou d'un pays où la structure était celui-là, j'applaudirais des deux mains avec les deux mains, et le jour d'après d'aujourd'hui, très clairement. Mais pour autant, c'est pas ça pour moi la société libre, réellement, et c'est pas celle à laquelle j'aspire. Effectivement, je crois beaucoup plus à la sécession pour pouvoir mettre en place une société réellement libre. Et la société réellement libre, on en a déjà parlé rapidement, en tout cas sur un exemple concret. Je reviens sur l'exemple des private cities de Titus Gebel. Il est assez caractéristique. C'est un territoire qui a un propriétaire, la société, qui propose à ses habitants un contrat d'habitation, un contrat de service, qui peut être négocié, qui a un prix, qui a des modalités, mais qui a des engagements mutuels. Je m'engage à mettre le bazar dans la société, à respecter ses règles, à être courtois, à payer mes frais, et la société s'engage à m'apporter de la sécurité, du confort, des infrastructures, que sais-je. C'est ça, fondamentalement, le service de base. C'est pour moi une société libre. Elle a des inconvénients. Il y a d'autres modèles possibles, mais c'en est une. C'est une société dans laquelle l'intégralité des relations entre les gens
de cette société sont des relations contractuelles entre individus, puisque même l'entreprise n'est jamais qu'un nœud de contrat entre des individus qui travaillent pour cette entreprise. Donc les 2 modèles, si tu veux, sont fondamentalement différents. Je pense que c'est le premier point dans la réponse, c'est que dans un cas, la société telle qu'on l'imagine classiquement, c'est celle de les fameux 3 pouvoirs avec leur séparation, le gouvernement, les votes, etc. Donc c'est très proche d'un modèle qui est celui que nous connaissons. Et celle que je propose, moi, est complètement différente. Moi, je suis dans une logique complètement entrepreneuriale, totalement contractuelle. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de loi. Il n'y a que des services rendus par des entrepreneurs à des clients avec une complexité qui peut être arbitrairement complexe et qui va même plus loin que ça. L'exemple que j'ai pris, c'est un monde dans lequel chaque pouce de territoire sur Terre est occupé par telle entreprise ou communauté ou propriété. Il y a plusieurs modèles possibles. Ça peut être même des monarchies, il y a tout un tas de modèles, mais chaque pouce de territoire a un propriétaire et ce propriétaire a des relations contractuelles avec ses habitants. Pour pouvoir mettre une telle société en place, il faut sortir du système actuel. Le système actuel, et je réponds à ta question, est structurellement conçu pour ne pas permettre une société qui soit une société contractuelle. On a beau nous parler de contrat social, de pacte républicain et de choses de ce type-là, personne n'a de relation contractuelle avec Macron, personne n'a de relation contractuelle avec Bercy, avec les services publics, avec rien du tout. Donc on n'est pas du tout dans ce modèle de société et je ne vois pas comment ce modèle de société peut être transformé peu à peu, étape par étape, puisque par définition, il faudrait être capable de supprimer les fondamentaux qui sont la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Tu mentionnes dans tes exemples les micro-monarchies, je dirais. En quoi Monaco est un bon exemple de modèle de société libérale? Puisque, disons que en elle-même, structurellement, elle n'est pas bien différente d'autres États, contemporains ou passés. Je crois qu'il y a 3 points dans cette question. J'ai pas envie de rentrer, parce que je pense que c'est pas ta question, dans le détail institutionnel de Monaco, de ceci et de cela. Je constate que Monaco, puisque tu prends cet exemple, puis je te parlerai après du Liechtenstein et je te parlerai aussi de l'histoire. C'est les 3 points que je vois. Donc, Monaco a une caractéristique, je pense, parmi les micro-États, c'est qu'il y a 2 types d'habitants. Tant que je sache, à Monaco. Il y a les monégasques historiques qui sont là parce que c'était chez eux ou qu'ils étaient là quand les Garibaldi se sont installés ou qu'il y a eu tout un tas de péripéties qui fait que ces gens-là sont des citoyens, des habitants traditionnels, si je puis dire. Bon. Et puis, plus récemment, depuis quoi? Ça doit faire depuis l'après-guerre, ou peut-être dans ces eaux-là. Monaco, ça donnait comme business case, si je puis dire, d'attirer les célébrités et d'être une espèce de havre de paix et de paradis fiscal pour célébrités. Donc le point, c'est qu'ils ont clairement un business case. Alors que je ne sache pas qu'un pays comme la France se conçoit réellement, tu vois, comme étant un business case pour attirer d'autres gens du monde extérieur. Je ne vois pas trop ça, la logique du pays fonctionner comme ça. Alors que Monaco, c'est pas forcément uniquement spécifique à Monaco, je pense qu'il y en a d'autres, mais c'est spécialement vrai. Donc ça suppose déjà que le prince et tout le fonctionnement qu'il y a autour est beaucoup plus dans une logique de service, dans une logique commerciale, dans une logique d'attractivité et donc d'attention envers au moins une frange de ses citoyens ou de ses habitants. Je sais bien que c'est pas blanc et noir, je sais bien que c'est pas parfait. Il y a certainement tout un tas de domaines dans le fonctionnement quotidien monégasque qui sont loin d'être réellement libéraux, il ne faut pas se tromper. Mais par contre, cette première caractéristique fait déjà une très grosse différence. Nous sommes dans un micro-pays qui, par structure, par nature, par choix stratégique de survie, c'est une autre dimension que je pense importante, a fait ce choix-là et donc fait attention à ses clients, ou en tout cas est dans cet esprit-là. Et je pense que ça, c'est fondamental. Et ensuite, comme c'est un tout petit pays, il faut aussi qu'ils fassent attention à leurs relations extérieures. Ils ne peuvent pas se permettre d'agresser le monde extérieur parce qu'ils n'ont juste pas les moyens d'entrer en guerre. Je suis même pas sûr qu'ils aient une armée quelconque. Donc c'est l'autre aussi dimension de Monaco.
et comme tous les petits pays, il faut qu'ils soient malins stratégiquement par rapport à leur position dans le monde. Ils peuvent pas se permettre d'entrer en guerre avec n'importe qui. Alors, je sais que c'est pas aussi simple, je sais qu'ils sont sous l'influence française, je me rends bien compte de ça. Mais néanmoins, ces traits pour moi sont des traits caractéristiques et qui sont des traits caractéristiques que je pense qu'on retrouverait sur la plupart des petits pays de la mosaïque libertarienne dont j'ai parlé. Le deuxième exemple qui est proche dans cet esprit, même s'il est différent, c'est le Liechtenstein, hein, puisque je parlais déjà des îles Liechtenstein. Là aussi, c'est pas un pays parfait, il a malgré tout une certaine fiscalité, mais aujourd'hui, je constate que c'est un pays qui doit être parmi les plus riches per capita au monde. Ça ne saurait être un hasard. Le prince, qui est encore en place, même s'il a laissé pas mal de place à son fils, a écrit un bouquin où il explique les choix qu'il a fait pour la constitution de Liechtenstein. J'encourage la lecture de ce bouquin à quiconque. Je considère d'ailleurs que le prince Hans Adam de Liechtenstein est certainement un des hommes politiques contemporains les plus brillants de sa génération, à mon sens. Comment s'appelle ce livre d'ailleurs? Ah, faut que je te le retrouve, mais c'est vers le troisième millénaire. Je te le retrouverai. L'état du troisième millénaire ou un truc comme ça. Il est pas facile à trouver, hein, mais j'en ai un exemplaire. Le point fondamental, c'est qu'il a mis dans la Constitution, ça y était pas historiquement, la possibilité pour une commune, alors c'est pas au niveau de l'individu, mais c'est quand même à un niveau qui est très très microscopique en termes d'échelle institutionnelle, il a mis la possibilité pour n'importe quelle commune de choisir de sortir du Liechtenstein, c'est-à-dire d'avoir le droit de faire sécession du Liechtenstein. Ça a une conséquence fondamentale, si tu veux, c'est que ça crée institutionnellement une pression depuis le bas vers le pouvoir politique du Liechtenstein, qui sait très bien que si à un moment donné il fait trop de bêtises, s'il met une pression fiscale trop forte, s'il se lance dans des aventures voilà, discutables, eh bien à un moment donné il y a une partie de la population qui peut décider de dire ce sera sans nous. Nous on sort, nous on a décidé de prendre un autre narratif dans ton vocabulaire. Ça, c'est dans la Constitution. Imagine une France qui aurait dans sa Constitution le droit pour la moindre commune, en France, des communes petites, il y en a, hein, de décider librement, même si c'est selon une procédure, et sans que quiconque puisse s'y opposer, de sortir de la République. C'est inconcevable en France. Et pourtant, c'est inscrit dans la constitution du Liechtenstein. Je trouve que ce sont deux pays avec deux caractéristiques que je trouve extrêmement fortes et très distinctive par rapport à un pays comme la France. Et mon troisième point, donc j'évoquais l'histoire, bon, je vais le faire de manière simple, juste pour lancer le débat. Hope décrit très bien ça dans Une brève histoire de l'homme qu'on a traduit et qu'on édite, que j'encourage les auditeurs à lire. C'est un magnifique bouquin. Il fait un peu, à cette occasion, un passage en revue historique de l'évolution de la monarchie et du glissement peu à peu de la monarchie pour finir par aboutir à la démocratie à l'époque de la Révolution française et américaine, à peu près, hein. Et il montre très clairement qu'au Moyen Âge, nous avons cette image d'un Moyen Âge attardé, avec tous les maux de la terre, avec l'Inquisition, avec des famines et tout un tas de choses. Il montre très clairement qu'au moins du point de vue institutionnel, le Moyen Âge était beaucoup plus libéral, beaucoup plus civilisé dans les faits. Bien sûr, en retard technologiquement, et il y a tout un tas de choses qui n'étaient pas si roses, mais en termes de structuration civilisationnelle, si je peux employer une telle expression, bien plus moderne, bien plus avancée que ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, en fait, nous avons régressé. Pourquoi je parle de ça? C'est que je pense que des structures comme le Liechtenstein et Monaco sont des réminiscences, des restes, des résurgences peut-être, de ce qui nous vient du Moyen-Âge, hein. Saint-Marin, c'est pareil, Andorre aussi, Luxembourg aussi. Tous ces petits pays européens sont des signes d'une histoire passée de l'Europe où la civilisation et la liberté étaient bien supérieures. Je vais donner le nom de l'ouvrage dont tu as parlé. Der Staat im dritten Jahrtausend. Donc c'est l'État au troisième millénaire, effectivement. C'est vraiment un excellent ouvrage. Je l'ai en édition anglaise. Je te cache pas, j'ai commencé déjà à le traduire, mais j'espère bien pouvoir le mettre à disposition en français un jour. Pour continuer un peu sur la sécession, les micro-États, et cetera, moi, ce que je peux entendre vis-à-vis, des contre-exemples un peu de l'excellence du modèle de société dont tu parles, c'est par exemple, le choix qu'a pu faire la Pologne ou la Hongrie, de rejoindre l'OTAN pour se protéger, par exemple, de la Russie. Dans le cas de la Pologne et la Hongrie, on peut presque dire que l'OTAN est le garant de leur liberté en réalité. Et je vais prendre un autre exemple, mais plus récemment, Hong Kong qui se fait annexer par la Chine, ou en tout cas, qui se fait phagocyter, de manière plus intense que ce à quoi on s'attendait. En réalité,
Est-ce que ce modèle-là n'est-il pas peut-être effrayant quand à côté de soi on a des Léviathans politiques? C'est une très bonne réponse et je vais te répondre dans le même esprit, je pense, que je t'ai fait sur l'interview que tu m'as accordée dans Rage. Tu avais déjà posé une question de ce type-là. Ma réponse était courte, donc je vais te donner le même genre de réponse. Là, les exemples que tu donnes sont des exemples de la situation mondiale géopolitique actuelle. Je ne les nie pas, hein, ils sont bien regrettables. Et l'exemple de Hong Kong est effectivement caricature du contre-exemple, si je puis dire, par rapport au monde existant. Pour autant, moi, la thèse que je défends est une thèse de progressivité, si je puis dire. Il est évident que la cible que j'imagine avec cette mosaïque des 1000 Liechtenstein, qui sont peut-être d'ailleurs 1 million autour de la Terre, c'est possible. Bon, en tout cas des milliers, ne va passer en claquant des doigts. Je ne la verrai jamais, à moins peut-être d'avoir la capacité de renaître un jour. Mais ça sera certainement peut-être l'affaire, l'aboutissement, peut-être d'un millier d'années, hein, j'en sais rien, mais ça sera clairement sur des générations. Et pourquoi ça va prendre du temps? C'est pas parce que les gens veulent pas être libres, c'est pas parce que c'est fondamentalement compliqué. Ça pourrait être fait de manière simple et rapide. Ça pourrait. On a tout ce qu'il faut pour le faire. Titus Gebel et d'autres, hein, ont écrit déjà assez de choses pour qu'on sache le faire et le mettre en place. Mais ça suppose d'arriver à convaincre les gens de proche en proche de faire cette démarche-là. Ça suppose de jouer sur les équilibres géopolitiques de proche en proche pour justement que de meilleurs équilibres se mettent en place, parce que sinon ça n'arrivera pas. À quoi je pense, par exemple, genre de scénario de démarrage? Moi, je vois l'État français s'écrouler. Alors, j'aimerais qu'il s'écroule de mon vivant. Je ne sais pas si ça se fera. Mais à mon avis, de même que l'URSS s'est effondré, je pense que l'Union européenne s'effondrera et le pouvoir jacobin français s'effondrera pour des raisons tout à fait analogues. Ça sera certainement difficile, il y aura certainement des turbulences, des violences, etc. Mais il y aura des choses qui en émergeront. Et il est tout à fait probable que ce qu'en émergeront, ce seront des choses plus petites, et chaque localité, en fonction de ses caractéristiques, trouvera des chemins particuliers. Je reprends l'exemple de la Savoie, qui est quand même relativement isolée, qui a une culture, qui a une géographie proche de la Suisse, hein, les montagnes, c'est difficile d'aller les embêter dans les montagnes. C'est typiquement un genre de territoire où on peut imaginer que plutôt que les autres, plus vite que les autres, ces gens-là pourront décider de prendre une autonomie, qui sera peut-être pas encore complètement libertarienne, mais qui sera déjà une autonomie et qui se rapprochera des conditions de Liechtenstein, Monaco. D'autres mettront plus de temps parce que facile à protéger. Et d'autres encore, peut-être la vallée d'Aoste fera la même chose. Tu vois, je crois beaucoup à des phénomènes géopolitiques dans le temps qui feront qu'il y aura des espèces de clusters qui se mettront en place d'une manière ou d'une autre. Je me rends bien compte que ce que je fais là, c'est du futurisme pur et dur. Mais on n'a que deux alternatives dans ce monde à long terme. C'est soit on finira à la Trantor de Foundation de Lizamov, c'est-à-dire une ville gigantesque qui couvre l'intégralité de la Terre, et un gouvernement mondial ou une mosaïque de pays libres. Il y aura tous les points d'équilibre entre les deux, mais je ne vois que ces deux scénarios, in fine. Donc la réponse à ta question, c'est oui, mais ça, ce sont des problématiques de jeu politique. Soit à un moment donné, les gens finiront par avoir une volonté de civilisation et de liberté, et à ce moment-là, de proche en proche, il y aura des rééquilibrages qui se feront et qui profiteront de l'effondrement communiste inéluctable. Soit, au contraire, on finira dans des scénarios de type dystopie. J'ai pas la boule de cristal, mais je pense que c'est ça l'alternative. Je te propose non pas de le lire dans la boule de cristal, mais plutôt dans le passé. On a parlé rapidement de l'Union européenne, par exemple. J'aimerais discuter du coup de la dernière sécession en date dans l'Union européenne, c'est la Grande-Bretagne. Alors certes, en tant que libéraux, on est forcément tenté de se dire oui, c'est une bonne chose puisque c'est de la décentralisation. Après, on parlait de contexte. Quand on sait qu'aujourd'hui, quitter l'UE, c'est choisir le protectionnisme, est-ce qu'un libéral peut se réjouir de cette demi-sécession, je dirais? Si, comme aujourd'hui, la sécession, c'est moins de liberté, moins de richesse, moins de Polonais et davantage de Pakistanais, est-ce qu'un soutien au Brexit est fondamentalement libéral ou tout simplement pertinent, quoi? J'ai eu une correspondance, un échange de discussion avec Christian Michel exactement sur ce sujet il y a 1 an, je crois, aujourd'hui. Lui étant plutôt contre Brexit pour des arguments tels que ceux que tu avances, et moi jouant au contraire le pro-Brexit pour l'argument qui est le mien, qui est tout ce qui fait avancer le démantèlement de l'Union européenne et qui rapproche les États des citoyens, au sens géographique, territoire, va dans le bon sens.
À part ça, si tu veux, je ne saurais avoir une réponse définitive parce que ce à quoi tu me demandes de répondre, si tu veux, c'est de jouer sur tout un tas de considérations et de critères qui sont factuels, que je ne discute pas et que je ne critique pas, mais qui n'ont pas de réponse absolue. Ils n'ont de réponse qu'en fonction des affinités des uns et des autres. Il y a des gens qui voudront moins d'immigration, d'autres qui en ont rien à faire. Il y a certains qui penseront que le protectionnisme est bien et d'autres bien sûr non. Tu sais se faire quoi je pense. Mais je pense que ces débats-là, je ne les nie pas, mais je pense que c'est juste insoluble. Ou alors on va rentrer dans de l'opinion. Encore une fois que je ne nie pas, mais moi je rentre plutôt dans l'institutionnel et je dis le Brexit pour moi ou le Catalexit ou le Frexit pour moi sont des bonnes choses, en ce sens que ce sont des pas en avant dans le sens du démantèlement de l'Union, du rapprochement des pouvoirs. On cherche à chasser, mais on cherche à les chasser, rapprocher le pouvoir géographiquement des gens et de nature à augmenter la pression qu'ont les gens au pouvoir de la part de leurs citoyens. Ça, c'est un autre point que je pense important, qui n'est pas dans ce que tu as évoqué, hein. Mais un des dangers qu'il y a avec les macrostructures comme l'Union européenne, comme l'URSS en son temps, probablement la Chine aussi, et probablement de plus en plus Washington aux États-Unis, c'est l'éloignement du pouvoir vis-à-vis des citoyens, le fait que les citoyens ont de moins en moins la possibilité d'avoir réellement un poids sur le pouvoir autre que le vote et dont on sait facilement manipulable. Et à l'inverse, sans que ce soit parfait non plus, mais on sait très bien que quand on est dans une commune un peu petite, tout le monde connaît le maire connaît plus ou moins tout le monde, bien sûr, il est politicien, bien sûr, il serre des mains, bien sûr, il fait dans la séduction, mais néanmoins, il sera beaucoup plus facile de l'influencer. La pression qu'il prend, lui, est beaucoup plus forte que quand on siège à Bruxelles ou à Westminster. Je pense qu'on a fait le tour du sujet de la sécession et en tout cas de ce que j'avais à te demander. Pour clôturer, Stéphane, j'aimerais que tu dises un mot. Alors, je rappelle le triptyque de Rage, hein, liberté, progrès, identité. Stéphane, je ne veux pas mettre des mots dans ta bouche, mais je dirais que de ces 3 concepts, c'est le premier qui résonne le plus en toi. D'où mon ultime question. Si je te dis liberté, en un mot, tu me dis J'ai plusieurs mots qui viennent. J'ai clairement humanité, j'ai clairement progrès, mais que vous avez déjà. Je ne peux pas imaginer l'avenir lointain de l'humanité sans liberté. Je pense que sans la liberté, l'humanité n'aura tout simplement pas de futur. merci, Stéphane Gère, d'avoir répondu à nos questions. Ce fut un plaisir. Merci pour la qualité de ces questions. Chers auditeurs, cet entretien touche à sa fin. Si vous avez apprécié notre discussion, nous vous rappelons que l'ouvrage de notre invité Éclair de liberté, ainsi que d'autres traductions d'ouvrages phares de la pensée libérale et libertarienne, sont disponibles sur le site des éditions Résurgence, éditionresurgence.com, donc édition au pluriel, résurgence.com. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer les notifications en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune version audio de nos articles ou prochains entretiens. Nous vous invitons aussi à aimer et partager cette vidéo si elle vous a plu et rager dans les commentaires si ce n'est pas le cas. Nous vous invitons aussi à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. C'était Dr Manhattan pour Rage, à bientôt.